Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Il est encore impossible à l'heure actuelle de dresser le bilan définitif de la catastrophe ferroviaire du tunnel de Vierzy. Cela s'est passé hier soir dans ce tunnel qui se trouve près de Soissons, mais ce bilan sera certainement très lourd. Il s'agit sans doute d'une des tragédies les plus graves de ces dernières années en France. Pour l'instant, 40 morts et 76 blessés ont été transportés à l'hôpital de Soissons, mais les sauveteurs, les témoins, les journalistes aussi qui se trouvent là, pensent que le chiffre pourrait dépasser de beaucoup les 50 morts. Certains citent le chiffre de 100 morts. Comment s'est produit cet accident? Où en est-on à l'heure actuelle, alors que l'on craignait il y a quelques minutes encore, je vous le disais à 12h30, un nouvel éboulement sous le tunnel? Les premières images parvenues de Vierzy, les voici maintenant. Ce qui s'est passé, ce qui s'en passe encore sous le tunnel de Vierzy, la catastrophe, les conditions du sauvetage, le bilan, tout cela défie l'imagination. 40 morts, 76 blessés, bilan trop provisoire d'un effroyable concours de circonstances. En effet, habituellement, pratiquement tous les jours de la semaine, les deux autorails, Laon-Paris et Paris-Laon, sont presque vides à cette heure-là de la journée. Mais hier, vendredi, ces victimes faisaient partie de 500 voyageurs, beaucoup de militaires en permission, des étudiants rentrant dans leur famille. En effet, un grand nombre de victimes, de blessés, avaient une vingtaine d'années à peine. Dans le tunnel, partout, l'obscurité décrit la stupeur de 500 personnes brutalement jetées dans un drame qu'elles ne peuvent même pas imaginer. 20 minutes plus tard, l'arrivée des sauveteurs. Et au lever du jour, Stéphane Paoli rapporte la nuit qu'il vient de passer aux côtés des sauveteurs. À l'heure qu'il est, il est maintenant 5h30 du matin, on a retiré des décombres une trentaine de corps. Il y a encore de nombreuses personnes coincées sous les décombres, vivantes, que les pompiers sont en train de dégager. Vous entendez, dans le tunnel, les cris des sauveteurs, les hurlements des victimes. Imaginez, pour tenter de comprendre l'incompréhensible, une sorte de bloc de ferraille enchevêtré de 80 mètres de long, de 7 à 8 mètres de large. Là, des dizaines de personnes blessées ou non, bloquées dans l'écrasement des voitures. 4 voitures, par exemple, semblent ne plus en faire qu'une seule. C'est à la main, à la scie à métaux, car les scies électriques risquaient de mettre le feu au gasoil des citernes, que les sauveteurs ont dégagé, pour le moment, 76 blessés. Avant de connaître les causes, il faut revenir sur les faits. Vierzy, sur la ligne Paris-Soissons, Paris est à 90 km, une longue courbe de la voie ferrée qui s'engouffre sous un tunnel de 1480 mètres, dont la voûte est en réparation depuis quelque temps. 20h50, l'autorail Laon-Paris, 6 voitures lancées à 100 km à l'heure percutent vraisemblablement un tas de pierres tombées peut-être de la voûte dans la soirée. Quelques secondes plus tard, ce sont les 3 voitures de l'autorail Paris-Laon qui viennent s'encastrer sous le tunnel. Ce qui se passe est effroyable. 3 wagons percutent le flanc du tunnel, pénètrent dans le flanc du tunnel. Une motrice saute en l'air et se coince entre la voûte et le sol. Parmi les premiers sauveteurs, un témoin qui est arrivé un flambeau à la main dans ce tunnel cette nuit. J'ai vu une fumée qui sortait du tunnel. J'ai pris ma lampe électrique, je me suis rendu là-bas, j'ai vu tous les gens là, ils sortaient du tunnel affolés. J'ai continué à... C'est là que j'ai vu des gens sont arrivés après pour porter secours. Vous avez tout de suite vu qu'il y avait de nombreux blessés, non? Comment? Vous savez, un amas de ferraille comme ça, hein, j'en ai vu pas mal, là, qui était bien esquinté. Qu'est-ce qui s'est passé? Les secours sont arrivés rapidement après? Oui, assez rapidement, oui. On dit qu'il n'est pas fréquent que les trains se croisent sous le tunnel. C'est vrai? C'est rare. Certains même expliquent En principe, ils se croisent presque à la gare. On disait qu'on était en train de... Oui, ils sont en travaux là, en ce moment. On fait des travaux dans le tunnel en ce moment? Oui, il y a une entreprise qui font des travaux. Pourquoi? Parce que le tunnel était un peu... Ah oui, il était en réparation. En réparation. Quant aux causes, bien sûr, on ne peut chercher que dans le vraisemblable. On ne peut rien dire de définitif. On peut se demander si la voûte s'est effondrée avant le passage des autorails, si ce n'est pas peut-être le passage de l'un des convois
qui a accroché des pierres dépassant de la voûte, les faisant tomber, provoquant la catastrophe. Et en fin de matinée, Stéphane Paoli était toujours à l'hôpital de Soissons cette fois. Ici, à l'hôpital de Soissons, où les chirurgiens ont travaillé pendant toute la nuit, on garde une certaine réserve et cela se conçoit fort bien. Simplement, les médecins nous ont communiqué il y a quelques minutes le dernier bilan pour ce matin à 11 h. Ce bilan est de 37 morts et 74 blessés. Depuis l'instant où Stéphane Paoli nous parlait, je vous le disais au début de ce journal, le bilan s'est aggravé, 40 morts, 76 blessés. Je vous le disais, il sera sans doute plus grave, sans doute plus de 50 morts dans cet accident. Nous retournerons, je pense, d'ici la fin de ce journal, sur les lieux mêmes du drame et nous retrouvons nos envoyés spéciaux François Cornet et Stéphane Paoli pour d'autres précisions. Vous l'avez entendu, à l'instant, il est encore impossible de déterminer les raisons exactes de la catastrophe. Il faut relever en tout cas que le tunnel de Vierzy était en réparation depuis 2 ans. Peut-être donc d'autres informations à ce sujet d'ici la fin de ce journal. En tout cas, pour ce qui est du trafic ferroviaire, il faut signaler qu'en ce moment, les trains qui vont de Paris à Soissons s'arrêtent à Villers-Cotterêts. Quant à ceux qui se dirigent vers Laon ou Hirson, ils passent actuellement par Compiègne, ce qui provoque évidemment des retards. À ce propos d'ailleurs, et à propos de cette information dramatique, je vous rappelle que cet après-midi, il y aura un certain nombre de flashs spéciaux à ce sujet, en particulier le premier à 14 h 45. Le reste de l'actualité, tout d'abord le débat sur la réforme de l'ORTF qui s'est terminé hier soir un peu avant 20 h 30. Pas de surprise dans le résultat du vote. Le projet de statut de l'Office a été adopté par 363 voix contre 100 et 9 abstentions. Les amendements, par ailleurs, ont été assez peu nombreux. Voyons d'abord tout de suite, Hervé Chabalier, comment s'est passé l'ensemble de ces 2 journées de discussion. Bien, tout d'abord, la majorité, les résultats du vote le prouvent, ne s'est finalement pas divisée sur ce projet de statut de l'ORTF. Les adversaires du monopole, regroupés autour du républicain indépendant Olivier Giscard d'Estaing, se sont rangés pour finir aux côtés de l'UDR et des PDM, des centristes de la majorité. Cela dit, les parlementaires n'ont guère modifié au cours de ces 48 heures dans le fond le projet présenté par le gouvernement. Pourtant, 60 amendements, c'est beaucoup, avaient été déposés. Sur 3 points, cependant, le débat a apporté des précisions intéressantes. En ce qui concerne la publicité à la télévision, le principe de la limitation a été adopté. La publicité est limitée à 25% des recettes de l'ORTF. Sur la notion de service minimum et par là même du droit de grève à l'intérieur de l'ORTF, c'est finalement le PDG qui désignera seul le personnel devant rester en fonction en cas de grève. Enfin, les représentants du personnel au conseil d'administration de l'Office seront élus par l'ensemble des agents de l'ORTF et à bulletin secret. Pour le reste, les grandes orientations du projet gouvernemental ont été confirmées, on les connaît déjà depuis un certain nombre de jours. Monopole maintenu, mais des dérogations peuvent être accordées. Un PDG élu pour 3 ans, un conseil d'administration de 12 à 24 membres, des unités fonctionnelles jouissant d'une large autonomie, création d'un haut conseil de l'audiovisuel, droit de réponse institué par les individus, mais refusé aux personnes pour les individus, mais refusé aux personnes morales, aux associations, aux groupements, enfin taxe radio maintenue. Et maintenant, cela doit passer bien sûr chez les sénateurs. Et au Sénat, le texte sera très certainement largement modifié. Il faudra donc qu'il soit rediscuté au Parlement et le texte définitif ne sera certainement pas voté avant la fin du mois de juin. Et en ce qui concerne le nom du fameux PDG, toujours pas de précision? Seulement des probabilités. Devant quelques journalistes pourtant, le président de la République, interrogé à ce sujet, a dit simplement « J'ai ma petite idée, elle fera sensation, il faut donc attendre ». Le reste de l'actualité, demain le 32e anniversaire de l'appel du 18 juin. À cette occasion, le mémorial Charles de Gaulle sera inauguré dans la matinée par M. Georges Pompidou à Colombey-les-Deux-Églises. Il s'agit, comme vous le voyez, d'une immense croix de Lorraine de granit rose. L'édifice est visible, paraît-il, à 20 km à la ronde. Il est haut de 45 mètres. Demain matin, reportage en direct de cette cérémonie par Jean-Pierre Elkabbach. Si vous comptiez voyager lundi prochain par avion, il va falloir sans doute changer votre programme, même très certainement. Les pilotes de ligne du monde entier ont en effet décidé un arrêt de travail de 24 heures pour réclamer des mesures sévères contre la piraterie aérienne. Les 3 compagnies françaises, Air France, Air Inter et UTA, ont fait savoir qu'elles ne pourraient pas assurer normalement le service lundi à partir de 7 h du matin jusqu'au lendemain, mardi, 7 h du matin également. Le conflit du lait, une centaine d'agriculteurs ont bloqué hier une coopérative à Chasseneuil dans la Vienne. Une fois de plus, les agriculteurs protestaient contre le prix du lait. Ils réclamaient un minimum de 60 centimes au lieu de 56 pendant l'été. Finalement, la laiterie a été débloquée dans le courant de la journée. Par ailleurs, les producteurs landais, eux, ont fini par accepter le prix d'été à 57 centimes. Ils ont donc repris le travail.
Social toujours, la grève des employés, des jeunes femmes surtout, des nouvelles galeries de Thionville et de Richemont dans la Moselle, elle s'est terminée hier soir. Cette grève, en fait, la reprise effective est prévue pour lundi prochain. La grève durait depuis 61 jours. Elle avait provoqué hier soir encore dans le quartier Saint-Lazare à Paris quelques incidents. En fait, les grévistes n'ont pas véritablement obtenu satisfaction pour leur revendication principale qui portait sur un salaire minimum mensuel de 900 francs. Sur la scène internationale, peu de choses à signaler aujourd'hui. Il faut tout de même rappeler à Madagascar les mesures d'amnistie qui viennent d'être prises par le général Ramanantsoa. Il a décidé de libérer près de 2000 personnes, et en particulier certaines d'entre elles qui avaient participé à la révolte d'avril 71. Aux États-Unis, la Cour suprême de Californie vient de commuer en réclusion perpétuelle la peine de mort qui avait été prononcée contre Sirhan Bishara Sirhan, l'assassin de Robert Kennedy. Il faut rappeler que la peine de mort vient d'ailleurs d'être abolie dans l'État de Californie. Sirhan Sirhan, lui, a 28 ans. Je pense que nous avons peut-être des nouvelles de Vierzy. Allô ? Bien, je pense que nous rejoignons tout de suite, effectivement, sur les lieux du drame, Stéphane Paolit, sans doute pour de nouvelles précisions. Ici à Vierzy, peu d'éléments nouveaux par rapport au bilan de ce matin 11h. 37 morts, 76 blessés. Mais d'un moment à l'autre, les sauveteurs qui ont travaillé ici pendant toute la nuit dans des conditions difficiles, pénibles, vont sortir d'autres corps. Il y a des morts, il y a encore des survivants bloqués sous les wagons entassés dans le tunnel. Alors ce matin, on cherche les causes de cet accident. Il y a deux causes possibles. Ou c'est la collision des deux trains sur la voie ferrée qui a provoqué l'effondrement du tunnel, ou c'est l'effondrement du tunnel qui a provoqué le déraillement des deux trains. Une commission d'enquête est créée, on va chercher les causes de cet accident. C'est un accident que l'on peut considérer comme le plus grand drame ferroviaire depuis la dernière guerre. Voici donc pour ces dernières informations. Je pense que nous aurons peut-être d'autres détails encore d'ici la fin du journal. Je vous rappelle les flashs spéciaux cet après-midi, le premier à partir de 14h45. L'actualité sportive avec une belle affiche pour les amateurs de boxe, c'est sans doute la plus belle affiche depuis bien longtemps. Ce soir à 21h20, le championnat du monde qui va opposer, vous le savez, Jean-Claude Boutier et l'Argentin Carlos Monzon. Cela se passe au stade de Colombes et les dernières places ont été fort chères. Je crois qu'il est inutile de refaire le portrait des deux boxeurs, mais sans passion, disons, Pierre Congiani, quelles sont les chances de Jean-Claude Boutier? Je crois que pour établir les chances de Jean-Claude Boutier, il faut quand même faire une comparaison entre les deux boxeurs. Carlos Monzon a disputé 89 combats, il en a gagné 76 et surtout 53 avant la limite, mais surtout, depuis qu'il est professionnel, il n'a jamais mis un genou à terre, donc pas de KO et jamais de défaillance. Jean-Claude Boutier, 60 combats, 56 victoires, 39 avant les limites, vous voyez que le rapport est à peu près le même. Ses atouts, c'est sa mobilité, sa rapidité, une boxe plus variée que celle de Monzon, plus intelligente. Il se heurte à un très très grand champion et surtout à un rock, comme l'a dit Nino Benvenuti, qui lui en a fait la triste expérience. Qui cédera le premier? Boutier n'a jamais été KO non plus. C'est le grand intérêt du match de ce soir. Le pronostic de la logique, c'est Carlos Monzon. Le pronostic sentimental, vous le devinez. Bien, ce soir 21h20, et je pense qu'on pourra voir le match, disons, à quelle heure demain après-midi? Télésport à Télésport à 18h sur la deuxième chaîne. L'autre grand événement sportif aujourd'hui, c'est le départ de la course transatlantique en solitaire, bien sûr. 54 bateaux ont quitté il y a maintenant un peu plus d'une heure la baie de Plymouth, en direction de New York, une course de plus de 5000 km. Il y a 13 Français parmi les participants, et notamment, bien sûr, Jean-Yves Terlin sur le vendredi 13, qui est l'un des favoris, et Alain Collat sur Penwick 4, que nous avons vu à l'instant. Rugby à Sydney pour le premier test match de sa tournée en Australie. L'équipe de France a fait match nul avec les Australiens sur le score de 14 points à 14. Depuis le début de la tournée, les Français ont obtenu 6 victoires et 1 match nul. En cyclisme, la suite du Midi Libre, Cyril Guimard reste en tête du classement général. Il est arrivé premier au sommet du Mont-Saint-Clair hier, mais il a été battu au sprint à l'arrivée à Montpellier, mais toujours leader. Strasbourg-Paris à la marche, il y a eu quelques abandons, il ne reste plus maintenant que 15 concurrents, ils étaient tout de même 20 au départ. Au passage à Vitry-le-François, ce matin, José Simon était toujours en tête. Je vous rappelle que le Luxembourgeois avait déjà remporté l'épreuve l'année dernière. La semaine qui se termine aura également été marquée par un autre exploit sportif hors du commun. Il s'agit d'un échec et pourtant la performance est assez remarquable. Je veux parler de Daniel Menghi, ce maître nageur de 28 ans qui voulait rallier à la nage Cherbourg à Portsmouth. C'était un projet ambitieux, d'une part à cause de la distance bien sûr, mais aussi en raison des courants qui changent avec chaque marée. Il a renoncé après 137 km, mais tout de même il n'était plus qu'à 10 km de l'arrivée. Peut-on véritablement parler dans ces conditions d'un échec? Reportage de Guy Sartoul. Il est 17h30. Daniel Menghi, 28 ans, voulait relier Cherbourg-Portsmouth à la nage. Il vient d'abandonner.
il a passé 34 heures et demie dans l'eau. Il lui restait un peu moins de 8000 pour atteindre l'île de White. C'est-à-dire? C'est-à-dire 15 km. Ah, ça va aller. Daniel Magui était pourtant sûr de réussir. Le lundi 12 juin, à 6h30 du matin, Daniel s'enduisait de graisse pour se protéger de l'eau. Il revêtait ensuite un équipement normal de plongée. Nous l'avions rencontré à la piscine de Ruelle, où il est maître nageur, et nous lui avions demandé pourquoi nageait-il. J'aimais bien la mer, alors il me restait nager, quand je me suis aperçu que je pouvais faire quelque chose, d'abord j'étais trop vieux pour faire de la nage de vitesse en piscine, et puis j'ai entendu parler de la palme, j'ai mis de la palme, puis j'ai commencé. La plupart des nageurs ont effectué la traversée de la Manche Calais-Douvres, soit environ 30 km. C'est la partie la plus étroite de la Manche. Daniel Magui, lui, va faire la traversée de Cherbourg à Portsmouth, soit environ 160 km. 160 km parce qu'il va être obligé de faire quelques zigzags pour éviter de rencontrer les courants de face. Il va donc être obligé, vous voyez, les heures indiquent les changements de direction qu'il va effectuer pour mettre le courant de son côté. Il a donc parcouru environ 130 km avant d'abandonner, si l'on tient compte de cette route indirecte. Daniel Magui avait pour lui deux atouts, une volonté extraordinaire et une forme physique excellente. À quoi pensez-vous lorsque vous nagez pendant plusieurs heures? C'est très difficile à définir, mais je pense surtout à je dois arriver, je dois arriver, je dois arriver. C'est tout, c'est une question de volonté, c'est tout, ça reste là, je suis borné. La nuit a été difficile. Deux accompagnateurs le surveillaient constamment. Pas de coup de pompe, pas pour l'instant. Ça tourne mieux maintenant là. Ça va mieux que tout à l'heure? Que tout à l'heure, ouais. Tout à l'heure j'avais, je sais pas, c'est pas parce que j'avais un coup de barre, mais je sais pas. J'avais peut-être pas le moral, ça arrive. Les heures de la matinée ont été longues. On a vu les côtes anglaises qu'à 11h30. La brume cachait l'horizon. Le visage de Daniel Magui était boursouflé par l'eau de mer. Alors Daniel, ça fait exactement 30 heures que vous nagez. Les côtes de l'île de White sont en vue. Alors, vous continuez? Oui, je vais y arriver, je crois. Bon moral? Non, mais j'y serai. Bon moral? Ouais, mais j'ai jamais tant souffert. C'était fatigant? Comment? Fatigant? Oui, j'ai mal partout. Ça ira, je crois. J'irai au bout. Voici les derniers moments avant l'abandon. Daniel Magui se rend compte que le courant, au lieu de l'aider, s'oppose à lui et le tient éloigné de la terre. Il est 17h30. Daniel Magui, vous avez abandonné. Vous êtes resté quand même 34 heures et demie à l'eau. Pourquoi cet arrêt? D'abord pour mon bras, j'ai très mal au bras. Surtout à l'avant-bras, il répond très mal dans l'eau, il me fait souffrir. Et puis, je n'aurais jamais pu arriver à Portsmouth dans ces conditions. Le vent s'est levé, le vent d'est, alors vent contre courant se donnait un clapot et ça me foutait au large à chaque fois. Est-ce que physiquement vous sentiez la possibilité d'arriver jusqu'au bout? Oui, j'aurais pu mener à bien cette entreprise aujourd'hui, oui. Et quels sont vos projets? Je vais peut-être essayer la Corse. Ce sera beaucoup plus facile, je crois. Pas beaucoup plus facile, mais la distance entre le continent et la Corse, le parcours qu'il a choisi est quand même de 160 km. Notre confrère Jean-Jacques Gaultier fait désormais partie des immortels. Il a été élu à l'Académie française au fauteuil de Louis Armand. Un vote qui a pu surprendre. On connaissait Jean-Jacques Gaultier surtout pour ses critiques de théâtre. Il ne faut pas oublier aussi que c'est un écrivain. Et Stéphane Paoli est allé voir le lauréat hier, qui, vous allez le voir, pensait à l'Académie il y a déjà longtemps, au cours de son adolescence même. Quand on était au collège, il est évident que les grands écrivains vivants dont nous entendions parler, c'étaient des gens de l'Académie française. Pour nous, c'était une espèce de symbole. Et alors à ce moment-là, avec certains camarades comme
un homme qui est maintenant avocat à Dieppe, Antoine Vincent, nous nous dessignions mutuellement en uniforme d'académiciens en train de nous recevoir mutuellement le discours d'accueil. Est-ce que le fait d'entrer à l'académie ne va pas supprimer une certaine forme d'indépendance que vous aviez? Vous aviez parfois une plume mordante. Oui, mais non, oui, pas tellement une plume mordante, parce que quand on regarde l'ensemble des critiques, on s'aperçoit qu'au fond, c'est pas moi qui ai fait la statistique, mais je crois que ici, dans la maison même, où des gens qui en étaient chargés ont fait la statistique, ils se sont aperçus qu'il y avait, je crois, 38% d'articles exclusivement favorables, où il n'y avait que des éloges. Vous savez, 38% où il n'y a pas une seule restriction, c'est donc... Seulement, ce qui se passe, c'est qu'on se souvient toujours des autres articles. On se souvient toujours des articles qui ont fait faire au lecteur « Oh, ah, que... » Vous savez, les expressions qu'est-ce qu'il lui met ce matin ?» Enfin, c'est... Bon. Alors, on se souvient toujours de ces articles-là, mais on oublie toujours tous les articles favorables qui vous ont poussé à aller voir une pièce. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on n'est pas les seuls à avoir engagé le lecteur à aller voir une pièce. Tout le monde a engagé le lecteur à aller voir Port-Royal ou Patate. Et je dis ça, c'est pas parce que c'est des œuvres d'académiciens, mais c'est vrai. Est-ce que entrer sous la coupole, ce n'est pas entrer dans une caste d'hommes à part qui se tiennent un peu les uns les autres? Bah, je crois pas. J'aurais pu le croire autrefois quand je les connaissais pas personnellement, mais depuis un certain nombre d'années, je vois entrer des gens qui sont, je dirais pas toujours des gens de ma génération, il y en a même qui sont plus jeunes que moi, mais ils sont les mêmes que ce qu'ils étaient avant, ils ne se transforment pas parce qu'ils sont à l'intérieur de l'académie. Non, ce qui s'est peut-être produit, c'est qu'avec l'arrivée d'un certain nombre de gens plus jeunes qu'autrefois, ce serait peut-être plutôt un peu le climat académique qui aurait changé et qui ne serait plus le même que ce qu'il était du temps de M. Doumic, par exemple. C'est tout de même beaucoup plus amusant, c'est tout de même beaucoup plus vivant que si l'on avait affaire à des gens guindés qui, du jour au lendemain, disent « Ah, on est de l'académie, alors c'est fini, on ne vit plus », vous comprenez ? Cela ne s'arrange pas dans le Midi en ce qui concerne la météo. Aujourd'hui encore, il y aura un temps nuageux avec des pluies d'orage depuis la Corse et les Pyrénées, et la Provence plutôt jusqu'aux Vosges. Ailleurs, le temps sera variable avec des éclaircies, mais aussi des températures en hausse. Si vous possédez une voiture très rapide, une voiture en tout cas dont les performances dépassent le 180 km/h, vous allez peut-être devoir à l'avenir passer un nouveau permis de conduire, un permis catégorie sport. C'est en tout cas une proposition de loi d'un député de l'Indre, M. Tissandier, d'un certain nombre de ses collègues du groupe républicain indépendant. J'avais oublié de vous donner des nouvelles du gangster qui s'était réfugié hier matin à la maison de la radio. En fait, il est bel et bien resté introuvable depuis hier, mais l'on continue à se regarder un peu de travers dans les couloirs de l'ORTF. Les saints du jour, Saint-Hervé et Saint-Régnier. Saint-Hervé était un abbé du monastère de Lanwarneau dans le Finistère. Il a vécu au VIe siècle, il était aveugle de naissance et selon la légende, il était accompagné d'un guide fidèle mais aussi d'un loup. C'est en tout cas le saint patron des bardes bretons, demain Saint-Léonce. Avant de terminer, je vous propose... Ah non, j'allais vous proposer de vous parler de la course transatlantique, mais j'ai l'impression que nous ne sommes pas prêts. Nous allons donc en rester là pour cette édition de Télémidi. Je vous rappelle en tout cas l'information la plus importante de cette journée. Il s'agit bien sûr de la catastrophe de Vierzy. Le bilan provisoire que nous donnait tout à l'heure l'un de nos envoyés spéciaux, Stéphane Paoli, était de 40 morts et de 76 blessés. Monsieur Chamand, le ministre des Transports, est sur place. Beaucoup de curieux d'ailleurs aussi se sont déplacés qui gênent quelquefois la circulation et l'arrivée des secours. Peut-être d'autres précisions avec nos envoyés spéciaux et avec Gérard Sebag, dont le premier flash cet après-midi est à 14h45. Merci de votre attention.